Bonjour Evelyse, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui nous concerne presque tous. Trouver un bon ordinateur portable sans se ruiner, c'est souvent la galère, hein. Ah oui, clairement. Une vraie jungle. Alors justement, on a déniché une vidéo de la chaîne Tout Techno qui a fait une sélection des potentiels meilleurs plans pour 2025 dans la catégorie abordable. Exactement. L'idée, c'est de creuser un peu ce qu'ils disent sur ces 5 machines, qui coûtent entre 200 et 450 € environ. Voilà, on va essayer de voir ce qu'elles veulent vraiment pour les études, le boulot ou juste l'utilisation de tous les jours. On va décortiquer les points forts, les points faibles, et surtout, est-ce que le rapport qualité-prix est bon, pour aider à y voir plus clair, quoi. Super idée. Allez, on commence par le dernier du classement de cette vidéo, le numéro 5, le Blackview iBook 8. Il est à 230 €. Alors, pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? 230 €, c'est vraiment l'entrée de gamme. Pour ça, on a une machine qui, esthétiquement, est plutôt sympa. Un mélange alu-plastique, assez fin, léger, 1,5 kg à peu près. D'accord. Et il a un clavier complet, avec le pavé numérique. C'est pas mal. Ah oui, c'est pratique ça. Et l'écran, souvent, c'est là que ça pêche à ce prix. Alors, bonne surprise sur le papier. C'est une dalle IPS de 15,6 pouces Full HD. Avoir de l'IPS à ce prix, franchement, c'est bien. Ça veut dire des angles de vision corrects et des couleurs correctes aussi. IPS Full HD pour 230 €. Ça me paraît presque trop beau. Il y a forcément un loup quelque part, non? Bah oui, le loup, c'est la luminosité. Seulement 220 nits. Concrètement, ça veut dire que si tu es dans une pièce bien éclairée ou près d'une fenêtre, Ah ouais. ça devient compliqué de bien voir. Et dehors, on oublie. Ok, premier compromis. Et l'autre, ce serait quoi? L'autre gros compromis, c'est la batterie. La vidéo parle de 4 heures d'autonomie en utilisation normale. C'est très peu. Ah oui, 4 heures, ça change tout. Ça veut dire qu'il faut quasiment toujours avoir la prise à côté. Exactement. C'est plus un transportable qu'un portable, si on veut. D'accord. Et côté performance? Parce que souvent, à ce prix, c'est très lent. Mais là, c'est la deuxième surprise, plutôt bonne. Il a un processeur Intel Celeron N97. Bon, c'est pas une bête de course, hein, mais c'est une puce assez récente. Mhm. Et surtout, il vient avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. 16 Go de RAM et 512 Go de SSD pour 230 €. Ouais, franchement, pour faire de la bureautique, aller sur le web, regarder des vidéos, même lancer 2-3 applis légers ou des petits jeux, sous Windows 11, ça suffit. Incroyable. Et la connectique? Plutôt complète aussi. USB-A, USB-C, HDMI, prise jack, lecteur de carte TF, c'est vraiment pas mal. Donc si je résume, prix plancher, stockage et RAM très généreux pour ce prix, un écran IPS mais trop sombre et une batterie quasi inexistante. C'est un drôle de mélange. C'est exactement ça. La source le dit bien, difficile de faire mieux pour 230 €. Mais il faut savoir ce qu'on achète. C'est d'une machine pour rester près d'une prise. Ah, et le lecteur d'empreintes sur le trackpad, apparemment, il n'est pas très fiable. Bon, ok. C'est un choix. Particulier, on va dire. Voilà, de 370 €, qu'est-ce qu'on gagne pour ce prix? Alors, on passe sur un châssis entièrement en plastique. La qualité est jugée correcte, sans plus. Il est un peu moins fin, un peu plus lourd, presque 1,8 kg. D'accord, et l'écran, il est mieux? Toujours 15,6 pouces IPS Full HD, mais là, la luminosité est bien meilleure. 280 nits. Pour l'intérieur, c'est beaucoup plus confortable. Ah, ça c'est bien. Par contre, la source pointe un défaut. Les couleurs manquent de justesse. Donc pour quelqu'un qui fait de la photo, même en amateur, c'est pas l'idéal. Ok. Et sous le capot, est-ce que ça pousse un peu plus? Oui, la config mise en avant dans la vidéo, c'est avec un processeur AMD Ryzen 5 5625U. Là, on est sur quelque chose de nettement plus costaud que le Celeron. Mhm. Avec la puce graphique AMD Radeon intégrée, ça permet de faire tourner pas mal de choses, y compris des jeux relativement exigeants, selon leurs termes. Relativement exigeant, d'accord. Mais il y a un mais, j'imagine, hein? Le mais, c'est la RAM. Seulement 8 Go sur cette configuration. À 8 Go. En 2025, ça commence à faire juste, non? On entend partout qu'il faut 16 Go. Ça dépend vraiment de l'utilisation. Si on est du genre à ouvrir 30 onglets dans Chrome, plus Word, plus Spotify, là, 8 Go, ça va commencer à tousser un peu. On va sentir des ralentissements. D'accord. Pour des tâches un peu plus lourdes, genre du petit montage vidéo, 8 Go, c'est vraiment limite. Mais pour un usage bureautique web classique, ça peut encore passer. C'est bon à savoir. Et l'autonomie, la connectique sur cet Acer? L'autonomie, on remonte à environ 7 heures en usage normal. C'est correct sans être fou. Mieux que le Blackview, en tout cas. Ah oui, largement. Et la connectique est très complète. Il y a même un port Ethernet, le RJ45.
Ça peut être utile. Oui, pour une connexion filaire stable, c'est pas mal. Donc cet Acer, c'est une option plus équilibrée, un bon compromis pour un usage mixte, à condition de ne pas être un acharné du multitâche. C'est un peu ça, oui. Une option solide pour ce prix. On reste dans la même zone de prix, toujours autour de 370 € avec le numéro 3, le HP15. Il a l'air assez proche de l'Acer, non? Qu'est-ce qui le différencie? Oui, sur le papier, c'est très similaire. Prix, positionnement, lui aussi est en plastique, mais HP met en avant l'utilisation de plastique recyclé. Ah, c'est un bon point ça. Oui. Le design est très sobre. Poids et taille comparables à l'Acer. Un petit truc sympa, il a un très grand trackpad. Ça peut plaire. D'accord. Et l'écran? Couleur correcte aussi, sans plus. Et à l'intérieur? Est-ce qu'on a le même souci avec la Ramo? Alors c'est là que le HP15 devient intéressant. Il existe en plein de versions différentes. On peut le trouver avec des processeurs Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5, un 75-120U cette fois. Mhm. Et surtout, on peut choisir entre 8 Go ou 16 Go de RAM. Et différents SSD aussi. Ah, donc on peut avoir 16 Go de RAM sur ce modèle. Exactement. Et la source vidéo insiste là-dessus. Si le budget le permet, prendre la version 16 Go, ça change vraiment la donne en termes de fluidité. C'est logique. Donc son point fort, c'est cette flexibilité de configuration. Voilà. Mais alors, quid de l'autonomie? C'était le point faible du premier et juste correct sur l'Acer. C'est un peu le point faible du HP15 aussi. La batterie est plus petite, 41 Wh. La source estime l'autonomie réelle plutôt entre 4 et 5 heures. C'est pas énorme? Ah oui, c'est pas beaucoup mieux que le Blackview en fait. Non. Mais HP compense avec une charge rapide qui est plutôt efficace. Ils annoncent 50% de batterie en 45 minutes. D'accord. Moins d'endurance, mais des arrêts au stand plus rapides, quoi. C'est ça. C'est un calcul à faire en fonction de son usage. Donc, pour résumer, ce HP5, une machine simple, très configurable, idéalement avec 16 Go de RAM, mais il faut garder le chargeur pas loin. Ça se défend comme proposition. Tout à fait. Un bon rapport qualité-prix si on choisit la bonne config et si l'autonomie n'est pas le critère numéro 1. Un choix pragmatique. On passe au numéro 2, le Lenovo IdeaPad 1 Gen 7. On monte encore un petit peu en prix, autour de 400 €. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? On reste sur du plastique, mais la qualité perçue est bonne. Le design assez sobre, un peu pro. Il a quelques petits plus sympas. Ah oui, lesquels? Un vrai lecteur de carte SD, pas micro SD. Pour les photographes, c'est plus pratique. Et un cache physique pour la webcam. Ah oui, le petit obturateur, c'est bien ça pour la vie privée. Exactement. Mais bon, on est dans cette gamme de prix, il y a souvent un mais. C'est quoi le compromis sur ce Lenovo? Le compromis, et il est important, c'est l'écran. Toujours 15,6 pouces Full HD. Mais c'est une dalle TN. Ah, TN. Ouch. Ça veut dire quoi concrètement pour l'utilisateur? Ça veut dire des angles de vision très limités. Si on n'est pas pile en face, les couleurs et le contraste partent en vrille très vite. D'accord. Les couleurs sont aussi moins précises, moins vives qu'en IPS. Et en plus, la luminosité est faible. 220 nits, comme le Blackview. Donc, un écran vraiment pas terrible en somme. La source dit quoi là-dessus? Elle le qualifie d'acceptable pour un usage quotidien. Mais c'est clairement le gros point faible de cet ordinateur. Oui, une dalle TN, ça peut être un vrai frein pour certains. Est-ce que les performances compensent? Alors oui, c'est là que ce Lenovo marque des points. La config mise en avant embarque le même Ryzen 5 750-20U que certaines versions du HP. Hmm. Mais surtout, il est livré d'office avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Ah, 16 Go en standard, ça c'est bien. Oui, et ces 16 Go, ça lui donne une vraie aisance pour le multitâche. Ça permet même d'envisager des choses un peu plus exigeantes comme du petit montage vidéo en Full HD ou des jeux pas trop gourmands. C'est un vrai plus à ce niveau de prix. Donc, on a un moteur plutôt plus sombre pour le prix, mais un affichage assez décevant. C'est un choix pour ceux qui privilégient la performance brute avant tout, hein. C'est exactement ça. Et il faut savoir où sont ses priorités. D'autres points notables? Oui, il a aussi une bonne autonomie apparemment, pour un usage quotidien, et surtout une charge très rapide. Lenovo annonce jusqu'à 2 heures d'utilisation récupérée en seulement 15 minutes de charge. Ah ouais, ça c'est impressionnant. Et parfois on le trouve sans Windows préinstallé, ce qui peut baisser un peu le prix si on a déjà une licence ou si on veut mettre Linux. D'accord, donc une machine performante avec une charge ultra rapide, mais il faut vraiment accepter le compromis sur l'écran TN. C'est ça, faut être prévenu. Par des 450 €, Chui, c'est une marque chinoise, on la connaît pour ses prix assez agressifs. Alors, est-ce qu'il mérite vraiment cette première place? D'après la source, oui, et plutôt largement. Déjà, on monte d'un cran en termes de qualité de construction. C'est un châssis en aluminium. Ah, de l'alu, carrément. Oui, le design est soigné, ça fait plus premium. Et surtout,
il est plus compact. C'est un 14 pouces, donc plus léger, 1,4 kg, plus facile à emmener partout. 14 pouces, c'est un bon format pour la mobilité, c'est vrai. Et autre petit plus, le clavier est rétroéclairé. Très pratique. Pas mal. Mais bon, 14 pouces, ça veut dire un écran plus petit. Oui, mais alors, quel écran? C'est vraiment le gros point fort de cette machine. C'est une dalle IPS de 14 pouces, oui, mais avec une résolution 2K. 2K. Mieux que Full HD, hein. Oui, 2160 par 1440 pixels, c'est plus fin, plus détaillé. Et surtout, c'est un format 3.2. Ah, 3.2, pas 16.9. C'est quoi l'avantage? C'est plus haut. Ça donne plus d'espace vertical. Pour lire des pages web, travailler sur des documents texte, du code, c'est génial. Beaucoup plus confortable que le 16.9 qui est très large. Ah oui, je vois. Pour la productivité, ça doit être top. Exactement. Et la source dit que les couleurs sont très précises, la luminosité correcte, 280 nits. Clairement, c'est un des meilleurs écrans qu'on puisse trouver sous les 500 €. Waouh! Un écran 2K en 3.2 pour moins de 450 €, c'est assez bluffant, hein? Et le moteur y suit. Souvent, les ultra-portables sont un peu limités côté processeur. Ben justement, pas celui-là. Il embarque un Intel Core i5 12145H. Un i5H, c'est pas les séries U qu'on voit d'habitude? Ok. Et ce H, ça fait toute la différence. Ce sont des puces conçues pour plus de performance, moins axées sur l'économie d'énergie pure que les séries U ou N des autres modèles. D'accord. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable de s'attaquer à des tâches plus lourdes, du montage vidéo, même un peu de jeu. Ça passera beaucoup mieux qu'avec les autres. Et il a 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. C'est une config très solide. Franchement, ça a l'air presque trop beau pour être vrai, hein. Super qualité, écran magnifique, processeur performant. Il est où le piège? L'autonomie, peut-être? Ou la marque, moins connue? L'autonomie, elle est correcte, mais sans plus. La source parle de 5 à 6 heures en usage normal. Mais il y a la charge rapide, 60% en 1 heure, c'est pas mal. Ok. La connectique est bonne aussi. USB-A, USB-C, HDMI, lecteur micro SD cette fois. Le point que tu soulèves sur la marque, c'est pertinent. Shui, c'est moins connu que Acer, HP, Lenovo. Donc, quid du SAV, de la fiabilité à long terme? C'est une question que certains peuvent se poser. Oui, c'est vrai. Mais la source, elle, ne semble pas s'en préoccuper outre mesure. Non, elle se concentre vraiment sur le produit lui-même et elle le trouve exceptionnel pour le prix. Compris. Donc, si on suit l'analyse de Tout Techno, ce Shui Corebook X coche quasiment toutes les cases pour moins de 450 €, c'est ça? C'est la conclusion de la vidéo, oui. Difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix sous 500 €. Construction premium, écran top pour la productivité, performance solide grâce au processeur H, clavier rétroéclairé. C'est un ensemble vraiment très convaincant. Eh bien, ce tour d'horizon est super éclairant. On voit vraiment bien comment les compromis évoluent avec le prix, hein. Carrément. Tout en bas, à 230 €, tu as des specs internes surprenantes, mais tu sacrifies complètement l'écran et la batterie. C'est ça. En montant un peu vers 370-400 €, ça devient plus polyvalent, mais il faut faire gaffe. Soit t'as que 8 Go de RAM, soit t'as un écran TN un peu tristouné. Exactement. Il n'y a pas de solution miracle. Chaque machine de cette sélection a ses forces et ses faiblesses. Il faut vraiment choisir en fonction de ses priorités. Est-ce que c'est la mobilité avant tout, la puissance brute, la qualité de l'écran qui est non négociable ou l'autonomie max? Et voilà. Cette sélection montre qu'il y a des options viables sans se ruiner. Mais ça implique toujours des concessions quelque part. Le tout, c'est de savoir lesquelles on est prêt à accepter pour son propre usage. C'est une très bonne synthèse. Et juste pour ouvrir un peu la réflexion, pour finir, au-delà de ces caractéristiques qu'on voit tout de suite, Oui, il y a une question qui est souvent un peu passée sous silence. Dans les tests, surtout pour ces machines économiques. laquelle? Quid de leur durabilité réelle? Est-ce qu'ils vont tenir le coup dans le temps? Et s'il y a un pépin après la garantie? Est-ce que c'est facile à réparer ou est-ce que c'est direct aux poubelles? Ah oui, c'est une excellente question. La valeur à long terme, en fait. C'est ça. Et c'est super important, mais c'est très difficile à évaluer juste avec une fiche technique ou un premier test. On manque souvent d'infos là-dessus au moment de l'achat. C'est vrai. Un point qui mériterait sans doute plus d'attention. Intéressant.